vous accueillir pour la conférence mensuelle à la Villa Hispanica, dont le nom complet, je me plais à le rappeler toujours, est Villa Hispanica, Cogny, Beaujolais, Pierre Doré, France, et qui vous accueille donc dans ce lieu qui est une ancienne maison de vignerons, Cognisard, et qui a été transformée pour accueillir des événements. Il y en a plus de 42 par an, entre les différentes conférences, le festival de musique lors du premier week-end du mois de juillet, musique hispanique, bien sûr, mais aussi des expositions dont vous avez certains, non pas des restes, mais les meilleurs, puisqu'en fait, la Villa Hispanica a décidé, son conseil d'administration, d'inviter chaque fois des artistes, de les exposer, de ne pas leur faire payer. Et en contrepartie, comme une résidence d'artistes, ils laissent des œuvres. Donc vous avez des originaux ici, de l'avant-dernière exposition, et ici, de la dernière exposition. Puis dans les jardins aussi, vous avez... Alors vous êtes arrivé par l'entrée des artistes, puisque la salle des arts, c'est rue des Meules, mais sinon pour le festival, pour ceux qui aiment le festival, vous arrivez par l'avant. Alors, ce soir, j'ai une double casquette. Donc, normalement, c'est une présentation et je présente l'intervenant, le conférencier, mais le conférencier, ce soir, c'est moi. Donc, ça arrive une fois par an. Et c'est dans la spécialité qui est la mienne, à l'université, puisque je suis professeur à l'université Lyon 2, spécialiste des arts graphiques et histoire de l'art, domaine hispanique, c'est-à-dire Espagne-Amérique latine. Et puis, suite à la demande qui avait été faite par certains de Cognisard ou d'amis de faire la visite du musée des Beaux-Arts de Lyon, et notamment de la peinture hispanique, nous avons été un petit peu... nous sommes restés sur notre faim, puisqu'une partie des œuvres n'était pas exposée, notamment les œuvres de Picasso, alors que le musée des Beaux-Arts a 6 chefs-d'œuvre du musée de Picasso lui-même, de cet artiste, à Lyon. Tout simplement parce qu'elles sont soit dans les réserves, elles ne sortent pas, elles sont prêtées pour l'extérieur, mais pas pour les Lyonnais ou pour les gens du cru. Et d'autres étaient à l'extérieur aussi pour des expositions. Voilà. Et je me suis dit que ce serait une bonne thématique de proposer les 6 tableaux qui existent au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui sont dans les réserves ou qui sortent de temps en temps. Voilà, notamment la dernière qui est pu sortir, c'est Femme assise sur la plage, que nous allons commenter ensemble. Alors, donc, vous allez voir, la Villa Hispanica aussi a pour vocation de présenter les arts, la culture dans le domaine hispanique et de laisser l'accès à tout le monde à la culture, aux arts, parce que c'est quelque chose auquel tout le monde doit avoir accès. Voilà. Donc je dis ça parce qu'à chaque fois j'ai eu pas mal de messages me disant mais c'est combien la conférence en elle-même, moi je ne me fais pas payer, les conférenciers ne se font pas payer, ils repartent avec du vin de Beaujolais, puisqu'on leur fait toujours une petite caisse de vin de Beaujolais, voilà, surtout de Cogny ou des crus ou des alentours, et sinon pour ceux qui le souhaitent, vous avez une petite boîte là-bas pour la participation. Voilà. Alors, nous allons parler des 6 Picasso. Ce que je vais vous dire, en fait, est une sorte de condensé synthétique auquel je vais essayer de vous faire participer aussi. Même quand je donne des conférences, les conférences, j'aime bien que le public soit actif. Donc, vous allez tous passer au tableau, les uns après les autres, plus ou moins, et vous allez voir comment nous pouvons analyser ces œuvres-là. Il y en a donc 6, et peut-être faire un petit peu l'historique de ces 6 œuvres, avec la différence qu'il existe entre dation et don. Les 6 œuvres, en fait, sont le résultat d'un don et de 5 dations. Alors, un don, c'est lorsque l'artiste, et là, en effet, je vous en parlerai, pour le buffet du Catalan, une des 6 œuvres, de ces 6 grandes œuvres, chefs-d'œuvre, a fait une exposition, Picasso a fait une exposition à Lyon, et le directeur de l'époque a demandé donc à Picasso s'il n'était pas possible qu'il lui laisse pour pas cher une œuvre. En fait, c'est tout reproduit dans le livre qui est au fond. Donc, il y a des échanges épistolaires pour pas cher, et Picasso décide d'offrir ce tableau. Voilà. Donc, c'est un véritable don de la part de... Picasso était une personne assez généreuse. Vous savez qu'il y a eu des problèmes avec son plombier qui aurait volé, tout ça. Enfin, c'est pas aussi évident parce qu'il donnait très facilement. Vu le nombre d'œuvres qu'il a fait, c'était pas tellement gênant. Et puis il savait très bien qu'à partir du moment où il signait sur une serviette de restaurant, ça payait la note. Voilà, le restaurateur gardait, ça payait la note. Et puis vous avez ensuite la dation. Alors Jacqueline de Lubac est une dame lyonnaise qui s'était mariée avec des personnes richissimes, et notamment des banquiers, et qui avait la grande intuition de bien connaître les œuvres qui allaient prendre de l'importance et qui achetaient au fur et à mesure, soit dans des galeries, soit directement auprès des artistes, et là notamment auprès de Picasso. Et lorsqu'il a fallu, lors d'un héritage, lors de décès et d'héritage, il faut payer sa succession à l'État, mais c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on ne peut pas payer directement, l'État prend sur des œuvres.
Et ça a été le cas pour 5 des tableaux que nous allons donc analyser ensemble. Donc je vais vous montrer ces tableaux. Vous avez le nu au bas rouge. Ce sera chronologique, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution. Période de jeunesse. Ensuite, vous avez le fameux nu sur la plage, tête de mouton écorché, le buffet du Catalan, partie 1, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, en haut, vanité, pour terminer sur les musiciens. Voilà, ce sont les 6 œuvres que nous allons analyser. Sachez que lorsque nous avons fait les visites au Musée des Beaux-Arts de Lyon, nous sommes restés pour 1 heure, enfin pendant 1 heure, nous avons analysé 3 à 4 tableaux. C'est-à-dire on reste longtemps, on décortique le tableau, ce que nous allons essayer de faire ensemble, même si vous allez voir, il n'y a que certaines parties du tableau, on ne pourra pas analyser tout dans le détail. Mais en fait, pour que vous ayez une idée de la peinture de Picasso. Pour avoir cette idée-là, il faut avoir des outils. Et ces outils, ce sont les outils que nous avons en art, histoire de l'art. Il faut connaître un petit peu ce que l'artiste a à sa disposition, quels sont ces outils qu'il a, et notamment quel est le message qu'il veut transmettre. Il y a toujours un message. Et ce soir, en plus, nous avons plusieurs artistes, des artistes plasticiens ici dans la salle. Donc, ils pourront en parler s'ils le souhaitent lors de la discussion. Après, on pourra échanger après la conférence. Mais pour cela, il y a ce que l'on appelle des invariants. Alors, c'est le côté un petit peu classe. Ce sera le seul diapositive à faire un petit peu. Regardez le plus gros, les tout petits, on s'en contrefiche. Mais vous avez ce qui est en rouge, ce qui vous permet d'analyser une œuvre. Ou ce sont les invariants que l'artiste va utiliser, qu'il a de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il est passé par les beaux-arts, parce qu'on l'a tellement pendant des années matraqué sur il faut penser à ta structure, à ta composition, où poser les éléments. Et pour cela, il va falloir que nous retrouvions cette composition, c'est-à-dire, par exemple, les lignes. Alors on parle de lignes horizontales, verticales, de diagonales, de courbes, et ça a une signification à chaque fois. Puis ensuite, des lignes de fuite, ce qui met en place la perspective, la profondeur de champ. Vous voyez, c'est des mots, vous connaissez tout ça, généralement, ça ne va pas vous gêner. Le deuxième gros invariant outil dont dispose l'artiste, c'est la lumière. Il va positionner sa lumière d'une manière ou d'une autre. Alors, les artistes contemporains, soit continuent dans une tradition très classique, ce qu'on appellera donc les lumières canoniques ou académiques, en jouant sur des clairs-obscurs, ou alors ils peuvent décider, allez, soulage à l'extrême, que la lumière n'est plus dans le tableau, mais qu'elle est à l'extérieur du tableau, et que la lumière, c'est la lumière qui se projette sur le tableau qui est le plus important. Vous voyez, il y a des réflexions sur la lumière, et tout ce que ça peut apporter sur la lumière. C'est pas parce qu'on met sous la lumière que c'est le plus important. Souvent, l'artiste veut jouer avec son spectateur, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans l'ombre. Et ce sera au spectateur intelligent d'aller retrouver les petits détails qui lui permettent de bien comprendre. Et vous allez voir que Picasso adore cela. Avec Picasso, d'ailleurs, j'ai même inventé une expression, c'est le détail qui tue. Voilà, il y a des détails, c'est comme un roman policier. Alors, il y a même des étudiants ici, ils savent très bien que j'emploie ces expressions-là en cours. Le tableau est un roman policier, il faut essayer de résoudre l'énigme, et pour cela, il faut trouver qui est le criminel. Le criminel, c'est l'artiste, mais en fait, est-ce qu'il a laissé des indices ou pas pour que l'on puisse avancer dans l'explication du tableau. Et puis, il y a les couleurs et les valeurs. Alors, il faut faire attention, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ce sont des valeurs, puisque le noir et le blanc permettent d'obscurcir, d'assombrir et d'éclaircir. Voilà. Puis après, vous avez les différentes valeurs, les différentes couleurs. Alors, voilà, je ne vais pas rentrer, vous devez connaître normalement par cœur votre... Je vais passer rapidement quand même. C'est intéressant parce qu'on va le voir, notamment, mais on va le faire quand même, ça permettra de rafraîchir. Est-ce qu'il y en a qui savent comment fonctionne ce tableau? C'est ce cercle, comment on le lit? Oui? Il y a les 3 couleurs primaires. Elles sont où? Au centre. Très bien. Parfait. Donc on part du centre et on va aller vers l'extérieur. Alors au centre, on a les 3 couleurs primaires qui sont le jaune, le bleu cyan et le magenta. Ah ben alors là c'est un très bon, parce qu'il a dit bleu cyan, oui, et le rouge magenta. D'accord? Parce que souvent on dit le rouge et le bleu, mais quand vous achetez vos cartouches d'encre, vous n'achetez pas de rouge et de bleu, vous achetez du cyan et du magenta. Voilà. Alors pour le langage courant, on va continuer à utiliser le rouge et le bleu. C'est pas gênant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces couleurs primaires? On
Hop, 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 tu es bon, toi. On va passer à quelqu'un d'autre. On va passer à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs primaires? Je m'adresse aux autres. On peut les mélanger. J'ai entendu mélanger par là. C'est qui a dit mélanger? C'est madame. Alors, c'est pas madame. Qu'est-ce qu'on fait avec deux couleurs primaires? Par exemple, avec le bleu et le jaune. On les mélange et on obtient. C'est un papa, c'est madame. C'est le vert, c'est-à-dire une couleur primaire, secondaire. Et il nous reste en fait le rouge, qui est la troisième couleur primaire qui n'a pas été utilisée. Le rouge par rapport au vert, c'est ce qu'on appelle des couleurs opposées ou complémentaires. Et depuis l'Antiquité, on s'est rendu compte, et ça a été confirmé au XIXe siècle par les sciences et l'optique, que lorsqu'on mettait deux couleurs complémentaires ou opposées l'une à côté de l'autre, dans le tableau, on ne voit que ça. On ne voit que ça. C'est-à-dire quand vous mettez du rouge et du vert, du bleu et du orange, du violet et du jaune, ben, ça allait tout de suite attirer l'attention. Vous mettez un grand champ avec des coquelicots rouges, on les voit tout de suite. Voilà, un grand champ vert. Et donc, nous allons commencer par l'analyse du premier tableau. Alors, chaque fois, j'ai essayé de problématiser le tableau par rapport à une question ou quelque chose qui pouvait nous intéresser. Et notamment, là, ici, comment sublimer le cachet. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que veut dire déjà cette question? On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Lorsqu'il peint ce tableau, en 1901, nu au bas rouge, nous sommes juste à une période très importante dans la vie de Picasso. C'est ça. Il y a eu la période de jeunesse, il était en Espagne, il est arrivé en France parce qu'il faut que les grands peintres du monde entier, vous avez même un qui arrive du Mexique, Diego Rivera, le grand, qui a fait des fresques, qui arrive du Mexique, et qui viennent vraiment en France et en Europe pour venir voir ce qui se fait en France et en Europe. Et donc, en 1901, il est déjà en France. C'est un artiste qui commence à être un petit peu connu, mais sans plus. Et 1901 va être une date un petit peu charnière, même très charnière, puisque avant, on peut noter des inspirations. Dans les inspirations ici, c'est notamment Toulouse-Lautrec, vous savez, les grandes revues où il y a les femmes dans les grands cabarets parisiens, et donc il a fait des affiches, et on sent l'inspiration ici de Toulouse-Lautrec. Le nu féminin est un genre en fait qui existe dans l'histoire de l'art depuis le début de la peinture. On va peindre des nus féminins. Le nu féminin était interdit, sauf pour des raisons religieuses, il y en avait peu, mais mythologiques, oui. Or, la peinture mythologique est considérée comme une peinture religieuse. Donc, il y avait des Vénus au miroir, Aphrodite sortant des eaux, dans des nus, ça, il y en avait. Donc, nous sommes dans cette tradition du nu féminin. Et puis, en fait, Picasso, c'est un jeune homme, rempli de vigueur, vous allez voir jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier tableau, et nous terminerons sur cette idée-là d'ailleurs. Et il va très régulièrement fréquenter les maisons closes. Et par contre, il n'a pas beaucoup d'argent, il est assez fauché, et il paie en faisant des œuvres. Donc il paie des prostituées en les payant avec des œuvres. Et les prostituées, au départ, elles trouvent ça très mignon. Il faut se dire un descendant d'une prostituée, un enfant qu'elle avait gardé, s'est fait une fortune dans les années 50. Donc elle a pu vendre un tableau de sa mère, et donc il avait très bien vendu ce tableau-là. Voilà. Quand je vous dis que nous sommes dans une période charnière, c'est que vous avez dû entendre Picasso, il y a des gros mots, comme je dis, qui ressortent tout le temps, cubisme, et on va en parler, bien sûr, et puis des périodes, période de jeunesse, période rose et période bleue. 1901, c'est juste la période charnière, où on est à la fin de la période rose, c'est-à-dire une période où tout fonctionne bien, il est heureux, même s'il n'est pas très riche, il commence à vendre, il a plusieurs amours en même temps, il commence à avoir des contacts dans les différentes galeries qu'il apprécie et qui commence à vendre ses œuvres. Et la période bleue, qui est une couleur froide, et qui va s'immiscer petit à petit dans sa production, parce qu'il va y avoir un drame dans sa famille, notamment son meilleur ami, Casagemas, qui va mourir, qui va se suicider. Comme lui, il fréquentait les maisons closes, et comme lui, il va tomber amoureux, mais Picasso arrive à faire la différence et laisser tomber s'il faut la demoiselle ou la dame, et Casagemas, par contre, non, va vraiment tomber amoureux, et après avoir menacé son ami prostituée, il va se suicider, il va se tuer. Et Picasso c'est pendant les fêtes de fin d'année, est juste rentré en Espagne,
et quand il apprend le décès de son ami, il est écroulé. Mais ça ne se fait pas tout de suite, il le dit lui-même, il dit, lorsque j'apprends la mort de Casagemas, ça il le dira plus tard, hein, la période rose continue, la période bleue n'arrivera que 6 mois plus tard. Le temps d'assimiler ce drame. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est sa composition. Alors, la composition, les lignes, je vous écoute. Quelles sont les grandes lignes? Comment Picasso compose son tableau? Quelles sont ces grandes lignes qui vont structurer ce tableau? Grandes lignes ou zones? Je vous écoute. Diagonale. Alors, qui a dit ça? Monsieur, diagonale, oui. Les jambes. Alors, vous me dites les diagonales des jambes. Oui, c'est ça. Vous parlez de celle-ci. Tout à fait. Elle n'est pas normale. Elle est normale et elle n'est pas normale. Pourquoi elle est normale et pourquoi elle n'est pas normale? Qu'est-ce qu'on pourra voir normalement? Puisqu'on a un corps, donc une verticalité. Que serait la norme? Puisqu'on a un portrait de femme. Donc, c'est même pas, ça n'est pas, il a bien dit, là, on connaît les titres des tableaux avec lui, parce que c'est lui qui les donne. Jusqu'au 19e siècle, des fois, les titres de tableaux ne sont pas donnés par les artistes. Parce que là, on sait que c'est lui qui a mis nu au bas rouge. Il n'a pas mis une prostituée, il n'a pas mis maison close. Il a mis nu au bas rouge. Pourquoi? Pourquoi cette diagonale? Pour ça interpelle. Ça interpelle Tout à fait. le regard, on peut dire. Oui. La structure, pardon? Ça casse la structure initiale. Tout à fait. La structure initiale, elle va être cassée, c'est plutôt la verticalité. Et à partir au milieu de son tableau, c'est-à-dire la partie centrale, il va casser sa structure, qui peut se comprendre, parce qu'on sait qu'elle est sur un divan. Donc si elle est assise, ça correspond à une certaine réalité, donc c'est normal. Mais ça va casser. Ça veut dire que la structure, déjà, casse et attire notre attention. Autre élément de structure qui compose, là on est dans le descriptif, après on fait de l'analytique. Autre grande forme qui structure le tableau. Les cercles. Oui, les cercles. Monsieur qui a dit? C'est le niveau de monsieur. Les cercles. Où est-ce qu'ils sont ces cercles? Et il y en a beaucoup. Il y a la tête, les seins, La tête. les hanches. Les seins, le ventre, d'accord? Et puis même la totalité. La totalité du fauteuil, grand fauteuil, divan, voilà. Alors pourquoi le cercle? Assez facile. N'hésitez pas. Et là, généralement, c'est comme en cours, quand il faut parler de sexe ou d'humour, il n'y a plus personne pour parler. Mais parce que c'est très érotique. Parce qu'à chaque fois, c'est en rapport avec les ronds, c'est-à-dire la partie de la poitrine, le ventre, bien sûr. Ensuite, on aura d'autres formes, par exemple le triangle. Ici, pardon, au niveau du pubis. La tête, que l'on va analyser un peu plus dans le détail. Regardez, on va le faire tout de suite. Voilà. Donc, on a tout ce qui est rond, et cette rondeur va mettre en place un certain érotisme, un toucher, une sensualité que veut traduire Picasso. Et pour ça, il utilisait les formes rondes. Mais cette forme ronde est cassée par cette verticalité, cassée par la diagonale. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah oui, il y a une autre ligne de force très importante, que l'on ne voit pas directement dans le tableau, mais qui est fortement évoquée par un détail du tableau, par une zone du tableau. Qu'est-ce qui attire dans cette femme? Je viens de vous donner la réponse en posant la question. Elle n'a pas de bras. Alors, 4 en même temps, je peux le voir. Madame. L'horizontale. L'horizontale, oui, on en parlera après. Oui, mais elle est importante, cette horizontale. On peut en parler maintenant. Parce que je suis tellement focalisé sur ce que je veux vous faire dire. Alors, qui sont cachés. alors attendez, on a dit alors, d'abord, madame, c'est-à-dire votre horizontale. Cette horizontale, elle est fondamentale. Pourquoi? Ça, À quoi elle sert? Délimiter le choses. Délimiter, oui, le fauteuil, on va Voilà. dire, le divan de l'arrière. Et s'il ne met pas cette horizontale, il n'a pas la profondeur de champ. Il n'a pas le mur à l'arrière. Il aura un aplat énorme, ce qu'il va utiliser beaucoup parce que ça va être lui le fondateur du collage. C'est lui qui fait les premiers collages. D'accord ?
Et en collage, c'est comme si on collait les superficies les unes sur les autres. Là, non, il a besoin d'introduire une perspective, une profondeur de champ, et c'est grâce à cette ligne-là que l'on a cette arrière. C'est surprenant d'ailleurs parce que la signature est en haut à droite sur cette arrière, et non pas... Mais ça, il s'en contrefiche, et il va le mettre, même des fois, il le met à l'arrière de ce tableau. Ça, c'est pas gênant. Madame a dit à un moment, elle n'a pas de bras. Vous voyez Oui. des bras cachés. Là. Oui, On suppose qu'ils sont cachés, on suppose qu'ils sont cachés. mais je ne suis pas sûre. Oui, ils sont cachés derrière cette C'est voluptueux. Ouais, Alors, c'est ouais. soit est-ce que c'est une sortie de bain, est-ce Ouais. que c'est un drap, et donc, mais quoi qu'il en soit, c'est caché. Mais c'est très important parce que c'est drôle parce que qu'est-ce qui attire votre attention dans cette femme? Non, non, pour ça. Une borne. non. Les cheveux, Non. Qu'est-ce qui attire votre attention? le maquillage. Au fond, monsieur, Les yeux, les yeux, c'est-à-dire dans les yeux quoi surtout? le regard. Le regard. Elle vous regarde. Elle vous regarde. Elle nous regarde. Et ça, c'est une ligne de force. C'est une ligne de force à laquelle on ne pense pas, mais c'est une ligne de force qui part du tableau et qui sort du tableau vers nous. Parce qu'on s'imagine les lignes de force, à l'intérieur, les diagonales, les verticales, les horizontales. Il y a aussi des lignes qui sortent du tableau. C'est très important. Alors, pourquoi c'est très important? Elle nous regarde, et ça porte un nom, ça. Alors, il y en a ici qui ont suivi des cours, soit des étudiants, soit des profs, je vois, des formations. On en a vu d'ailleurs au musée, avec ceux qui ont fait la visite au musée. Alors, mais d'autres noms, il y a des néophytes, il faudra leur expliquer, mais pas les noms. Alors. Quatrième mur, c'est ça? Alors, pardon? C'est casser le quatrième mur? Ben, Au cinéma, on appelle ça, je crois. le quatrième mur, ça c'est pour le théâtre aussi. Oui, aussi. C'est pour le théâtre aussi, pour le cinéma, c'est-à-dire c'est la place du spectateur. C'est le spectateur. C'est-à-dire ça met en liaison, bien sûr, l'œuvre avec le quatrième mur qui est le spectateur, que ce soit au théâtre aussi. Mais là, le regard, qu'est-ce qu'il fait ce regard? Il regarde le peintre. Comment? Il regarde le peintre. Tout à fait. Ben alors c'est un artiste qui parle. C'est un artiste qui parle et il dit, il regarde le peintre. Ah oui, regarde-moi et je te peins. Et voilà. Regarde-moi, c'est exactement à la place du spectateur. En fait. Tout à fait. Alors, lorsque Picasso peint ce tableau, bien sûr, il a son portrait face à lui. Et donc, c'est « regarde-moi parce que je te peins ». Mais la place qu'a l'artiste, le peintre, quand il peint, c'est la place qu'aura le spectateur par la suite. Donc, nous sommes créateurs, nous aussi. Et nous allons être créateurs, non pas, mais créateurs du message qui se met en place dans ce tableau. D'accord ? Alors, les personnages qui nous regardent comme ça, on l'a au cinéma. Et c'est d'ailleurs souvent très dérangeant au cinéma, quand d'un seul coup, vous avez une scène et le spectateur qui normalement, ou même au théâtre, il se met à parler avec le public, ou se met à parler avec le spectateur, le téléspectateur. C'est très dérangeant. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on appelle des admoniteurs ou admonitrices. Voilà, c'est un admoniteur, admonitrice, c'est-à-dire un personnage qui a deux caractéristiques. Un, il vous regarde dans les yeux, et c'est par son regard pénétrant que l'on va rentrer aussi dans le tableau. Il y a un échange. On va rentrer dans le tableau, et généralement le vrai admoniteur ou la véritable admonitrice, deuxième caractéristique, nous montre ce qu'il y a à voir par un geste ou par une posture. Le geste, généralement, ce sont les bras. Problème, il n'y a pas de bras, mais il y a une posture. Laquelle? Le jugement. Pas la diagonale, la posture de la femme. Oui, oui, Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Et c'est en fait, il s'inspire aussi d'un tableau très connu d'un autre artiste espagnol. Oui, j'entends. La marade. Oui, la femme dénudée, la belle dénudée de Goya, vous savez, qui est sur un grand divan, pareil, et dont on ne voit pas les bras. Pourquoi? Mais en gros, si avec un bras on vous montre, ben, là elle montrerait quoi? Là elle ne montre rien. Mais si elle montre tout son corps, vous ajoutez une bulle, qu'est-ce qu'on mettrait dans la bulle? Regarde mon corps, mais viens me toucher. Viens me toucher. C'est exactement le message que veut transmettre à travers ce regard d'admonitrice Picasso. Voilà. On va continuer. Et pour cela, vous avez vu, il a utilisé aussi les couleurs. Alors même, je vais revenir, parce que
je vais traiter deux invariants en même temps. On avait vu que la diagonale était gênante, mais qu'elle pouvait s'expliquer, et qu'elle attirait l'attention du fait qu'il y avait un décalage. Il y a aussi un décalage, pourquoi? Parce que, et c'est le titre du tableau, c'est nu aux barres rouges. Donc ce sont les barres rouges qui vont ressortir. Qui me rappelle le cercle chromatique? Rouge-vert. Ah ben tiens, comme par hasard, il y a du rouge, et c'est tout entouré, toutes les zones rouges sont entourées de vert. En fait, le rouge va ressortir parce qu'il y a du vert. Et ce sont l'utilisation des couleurs complémentaires qui dominent très très bien. Voilà, les couleurs complémentaires qui vont se mettre en place. Et là, dans le traitement, on voit très bien d'ailleurs au niveau de l'utilisation de ces ustensiles, par où il part et où il arrive. Et quelles sont les couleurs qu'il utilise. Et notamment, ici, tout ce rouge qui sera mis en valeur, comme je vous le disais, parce que c'est la couleur complémentaire, à côté du vert qui est dans le tableau. Mais aussi, ce rouge-là, parce qu'il est très important, et c'est la femme rousse. Alors, le côté très érotique de la rousse, qui est mise en évidence dans beaucoup de tableaux, qui est la femme du diable. La rousse est vraiment considérée, depuis la mythologie égyptienne, comme étant en relation avec le mal. Et tous les éléments, vous voyez, les éléments rouges pointe des seins vont ressortir d'autant plus qu'il y a du vert à côté. Il met du bleu, ça ressortira pas autant. D'accord? Deuxième tableau, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc, c'est pour vous donner quelques idées, comme ça, quelques flashs. Bien qu'une simple femme assise sur la plage. Alors, vous savez que les tableaux, on les analyse aussi en fonction de... Il faut avoir une émotion. On aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est pas gênant. L'essentiel, c'est essayer d'analyser après son émotion. Voilà. Ici, qu'est-ce qui attire votre attention? La déconstruction. On voit que c'est une femme, oui, bien sûr. Déjà, première question que l'on peut se poser. Laquelle? Ça pourrait être une sculpture. Toi, tu te tais. Tu te tais. Eh bien, tout me foutre en l'air, sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cure les pieds. Tu as raison, elle se cure le pied. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette plage? Alors, déjà, il y a cette tête. Comment Picasso traite la tête? Qu'est-ce qu'il utilise? Regardez bien. Et puis, les figures géométriques, tout à fait. Regardez. Voilà. Là, vous avez l'action. En effet, elle se cure les pieds. Alors, elle se cure les pieds, ou alors qu'est-ce qu'elle fait? On est sur le bord de la plage. Elle enlève le sable. Elle enlève le sable, tout à fait. Mais, si on regarde bien son visage, il y a quelque chose qui doit attirer l'attention. Son visage, là encore, elle ne nous regarde pas, c'est pas une agénitrice, hein, mais il y a quelque chose. Elle est chauve, oui. Mais ça, peu importe, ça ne va pas attirer beaucoup, non. Il joue sur la lumière, entre l'ombre et la lumière. Il joue sur la lumière. Alors, on parlera du traitement de la lumière après. C'est comme je dis aux étudiants, il y a des invariants, et la lumière, là, vraiment, on la parlera à la fin. D'accord? On va être très cartésien. Mais il mélange des techniques. De l'huile, il y a du fusain. Il y a du pour l'huile. créer un contraste entre... Voilà, quelque chose de peu, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Vous entendez? Donc le trait, c'est ça qui peut amener un sculpteur. Alors, oui, mais je dis qu'après ça. Il insiste, mais non, je vais lui couper. Non, je vais lui couper dans le volume. Donc, en effet, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des mélanges de techniques. On voit très bien qu'il y a de l'huile, on voit très bien qu'il y a du fusain, le noir, d'accord, qui n'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il est en train, mais ça c'est Picasso, il délimite toutes les zones, d'accord, les extrémités, par du noir. Autour de vous, vous n'avez pas du noir, vous délimitez. D'accord? C'est une volonté particulière de Picasso de délimiter son réel. Il y a d'autres qui ne le font pas, absolument pas, qui ne veulent pas mettre. Et puis il y a aussi de la craie. Le blanc, la lumière, c'est de la craie. On en reparlera après. D'accord? Mais dans ce regard, il y a quelque chose.
comment, si on avait un portrait, on analyse dans un portrait toujours l'émotion qui se dégage ou que l'artiste veut transmettre au public pour donner une impression générale du caractère du personnage. Qu'est-ce qu'est en train de vivre cette femme-là? Bien sûr qu'elle est en train de se nettoyer les pieds, de s'enlever les grains de sable, mais avec 3-4 coups de fusain, il a créé. Elle est triste. Elle est triste. Elle est triste. Alors que bon, on peut s'imaginer, elle est à la plage, elle s'est baignée, ou alors elle ne s'est même pas baignée, mais enfin il fait bon, elle s'enlève le sable. Pourquoi serait-elle triste? D'après vous, même si vous ne connaissez pas tout, pourquoi serait-elle triste? Elle est seule. Parce qu'elle a été larguée. En effet, elle a été larguée. Et c'est le cas. Elle a été larguée. Je fais que répéter. Mais c'est ça. Ben oui, Picasso, vous savez, est passé d'une femme à une autre. Pendant qu'il en avait une qui était avec lui longuement, ben il allait voir d'autres qu'il utilisait comme modèle. Et puis ça durait une semaine, un mois. Et puis hop, au revoir. Voilà. En effet, elle est triste. Elle est triste et ça se ressent dans cette, ne serait-ce que dans ces 3-4 coups de fusain. Mais vous allez voir par la suite. Là, je vous ai donné, au niveau de la composition, dans le titre, je vous parle des courbes, mais qui subliment l'étrangeté. Pourquoi? Les courbes, il y en a partout. Alors, qui veut se prendre l'analyse des courbes? Allez. Ceux qui n'ont pas beaucoup parlé. Les fesses, les seins. Alors, les fesses, en effet, les seins, le ventre, la tête, mais ça, alors très bien, Arlette est dans alors ça tout de suite en repère, est dans l'analyse pointilleuse, mais pas dans l'analyse globale. Il y a les bras aussi. Les bras sont très Chut, longs. chut, chut. Dans pointilleuse, et ça, chacun on a une méthode, enfin on a sa personnalité. Donc, il y en a qui voient plutôt les détails, voilà, mais il y a aussi une grande structure, chut, c'est Arlette toute seule, qui doit trouver la structure, oui. Le dos. Bien sûr, alors le dos, tout est arrondi, et comme par hasard, je dis toujours ça, mais c'est jamais un hasard, l'artiste l'a fait exprès, la courbe du cou et de la tête retombe, le regard nous amène vers les pieds, et ensuite, ça circule. Il y a toute une circularité. D'accord ? Que crée cette circularité? Alors bien sûr, on aura cette sensualité que l'on avait aussi dans Nu au bar rouge, mais il y a autre chose. Comment vous la ressentez, cette circularité aussi? Comme l'œuf. Comment? L'œuf. L'œuf, c'est par où que j'ai entendu l'œuf? Ah, monsieur, l'œuf. Alors là aussi, je dis à mes étudiants, je ne suis pas un singe à qui on balance une cacahuète dans un zoo, je veux des phrases. Alors, on y va. C'est disons pour Alors, oui. introduire la fécondité. Oui, alors pour introduire cette circularité, il y a une sorte de l'œuf. Mais l'œuf évoque quoi? La fécondité. Très bien. La fécondité. Et là, il y a une certaine ambiguïté, parce que le modèle, on ne sait pas trop qui a servi de modèle à ce moment-là. Il y avait plusieurs modèles. Est-ce que la femme était enceinte ou pas? Est-ce qu'elle réfléchit sur son futur? D'accord? Et cette circularité qui évoque, en effet, cette circularité de l'œuf. Et puis même, regardez, les seins sont vraiment assez gros. Elle est comme si elle est... Même là, le ventre est assez gros. Est-ce qu'elle serait enceinte ou pas enceinte? Donc, vous voyez, il y a cette idée de fécondité qui est présente dans le tableau, mais liée à cette tristesse, vraiment très présente aussi. Alors, la structure, et je vous en donne qu'une seule. Il y a bien sûr une horizontale. Comment fonctionne ce tableau? Comment fonctionne ce tableau? Après, je vais te retrouver. C'est dans 2 diapositives. Il faut que je garde le suspense. Comment est structuré le tableau? On a vu, ce sont essentiellement des formes circulaires. Et on voit ce que ça signifie, ce que ça peut signifier. Mais aussi, il a mis la ligne d'horizon, très nette, qui va stabiliser. Mais il n'y a pas que la ligne d'horizon. Il y a ça. Il y a oui, ce rocher, Voilà. hein, cette plage, ce rocher, elle est là. Voilà. Et donc, on a toute la circularité. Pourquoi il positionne ces 2 horizontales?
Qu'est-ce qu'elles lui permettent, ces deux horizontales? De stabiliser l'ensemble, peut-être. De stabiliser l'ensemble. Et je trouve que la circularité permet de faire comme un mouvement perpétuel et pas sortir d'image. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Alors, mouvement perpétuel, je suis d'accord, et j'ai pas entendu la suite. Et ne pas sortir, le regard sort de l'image. Tout à fait. Ça, Il n'y a pas de hors-champ, ça ne suggère pas un hors-champ. Parce qu'il peut y avoir, s'il y avait, je sais pas moi, un palmier, ou le début d'un palmier à droite ou à gauche, on aurait envie de sortir et d'aller voir, tandis que là, la circularité fait que le regard circule, mais à l'intérieur de cette circularité. D'accord? Par contre, ça va stabiliser ces deux horizontales, pardon, vont stabiliser. Et qu'est-ce qu'elles vont mettre aussi en place? Quelque chose qui débouche sur un autre invariant dont on a parlé sur le premier tableau aussi peu. Sur les couleurs. Oui, très bien. Qui a parlé des couleurs? Monsieur se tait. On parle trop. Donc, il y en a deux, trois qui parlent, c'est les bons élèves. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres qui n'osent pas, peut-être. Donc, n'hésitez pas à parler. Parce que c'est comme ça que vous allez, en écoutant, vous allez vous rappeler de la conférence en disant que ce n'est pas une conférence, voilà, on impose. Mais c'est en faisant participer les gens. Donc, en effet, ça va. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la couleur? Comment fonctionne? Vous voyez, l'artiste, il a sa palette. Il n'y a pas des tonnes de couleurs. Il n'y a pas? Il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas des tonnes. Et même, C'est même un peu fade. alors fade, ça c'est personnel. Non, mais disons que ce sont des couleurs Oui, qui oui, sont j'ai pas entendu. clinquantes. Voilà, alors j'ai entendu, il n'y en a que deux. Quelqu'un a dit 4. Non, il y en a- Non, il y en a mais monsieur avait deux dit 4. avec des nuances. Non, il y en a 2, mais avec 2 nuances différentes. D'accord? C'est les deux, il y a 2 bleus et 2 ocres. Et 2 ocres. Et vous allez voir, on va les y mettre ici. Voilà, je vous ai mis les ronds. Voilà. Tout son tableau n'est fait qu'à partir de cette palette. Il a composé, donc c'est extrêmement réduit. Lorsqu'un artiste réduit à tel point sa palette, mais ça peut être le cas aussi de très grands artistes qui vont réduire leur palette, par exemple au ocre ou à des marrons, style Velázquez. Velázquez, il fait beaucoup, mais avec très peu au niveau des couleurs. C'est parce que l'artiste veut que l'on se concentre sur le message envoyé, sur ce qui est dit, pour qu'on le voit bien tout de suite. Si vous mettez beaucoup de couleurs dans tous les sens, le regard va être sollicité partout. Donc vous n'allez pas percevoir tout de suite le message. C'est aussi une volonté de l'artiste. Ça peut être une volonté de l'artiste. D'accord ? De pouvoir vous amener partout. Et le message, c'est je ne veux pas que vous compreniez tout de suite, ou je ne veux pas que vous saisissiez le narratif. Il n'y a peut-être pas de narratif, il n'y a pas d'histoire racontée, mais voilà, vous allez voir différentes couleurs partout. Est-ce que là, ça n'est pas le cas? On va se concentrer sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, c'est 2 couleurs. Pourquoi? Et là, c'est la lumière aussi qui va nous aider. Alors monsieur, je reviens vers vous. Je ne vous ai pas oublié. La lumière. Comment il fonctionne sur la lumière? Ça crée du volume. Ça fait quoi? Ça crée du volume. Ça crée du volume. Oui, mais comment il obtient sa lumière? Avec la crème, vous disiez. C'est monsieur. Alors, avec la craie. Il la positionne où? La lumière vient derrière à gauche. Madame, elle dit, viens là. Alors, on explique toujours un tableau à un aveugle, donc là, il comprend rien là. Oui. La lumière, elle est située en haut à gauche, hors champ, donc c'est une cahier. Voilà, très bien. C'est normal, c'est un étudiant, mais donc, c'est un peu déformé. Tu peux répéter, s'il te plaît? En haut à gauche, hors champ. En haut, à gauche, en champ. Regardez, là, on voit très bien que c'est sur la gauche. Ça vient de la gauche. En haut, d'accord? Quand c'est en bas, ben, ça ne reçoit pas, donc c'est bien en haut à gauche, on ne la voit pas, donc c'est du hors champ. Lorsque la lumière, la situation, le focus, la source de lumière se trouve en haut à gauche hors champ, ça c'est depuis le Quattrocento italien, depuis le XVe siècle. Ce sont les Italiens qui ont beaucoup théorisé depuis le début en peinture et qui ont décidé de mettre de manière imposée, pour ainsi dire, ça va être accepté dans le monde entier, en haut à gauche hors champ. Pourquoi en haut? Parce que la lumière, au XVe siècle, c'est une lumière divine, donc Dieu est en haut.
Pourquoi en haut à gauche? Alors là, il y a quelque chose qui est très important en art histoire de l'art, c'est que si on ne précise pas pour le spectateur, si par exemple depuis le début on avait dit à droite, à gauche, à droite et à gauche. C'est-à-dire c'est inversé. Lorsqu'on parle en art histoire de l'art, si on ne précise pas pour le spectateur, ça veut dire qu'on se situe à l'intérieur de l'œuvre. Donc c'est tout inversé. Donc les Italiens le situent en haut à droite. Pourquoi à droite? On ne pouvait pas la mettre à gauche. Italien, comment on dit gauche? Sinistre. Donc, sinistre, pardon. Ça veut dire que c'est très mauvais. C'est sinistre, c'est pas bon. Et puis être à la droite de Dieu et pas à la gauche de Dieu. Donc il fallait bien la mettre à droite, c'est-à-dire à gauche pour le spectateur, et hors champ parce qu'on ne peut pas, dans la plupart des religions, mais en tous les cas à ce moment-là, se poser des questions. C'était le concile de Trente, on ne pouvait pas totalement représenter Dieu. Donc en haut à gauche hors champ. Et ça a été accepté par tout le monde, donc c'est devenu un canon, donc lumière canonique ou lumière académique parce que accepté par l'Académie. Voilà. Qu'est-ce que ça éclaire? Oui, mais quoi en particulier de la composition? Les parties les plus émergentes, celles qui reçoivent le plus la lumière directement, mais ce sont certaines parties en particulier. Lesquelles? La tête, le dos, oui, mais la tête, le sein, ce sont des parties proéminentes, tout à fait, et ce sont souvent les parties, voilà, qui créent le volume. Ce sont encore une fois les parties qui sont très proches de tout ce qui est proche de la sensualité. Grâce à la craie, grâce au volume, on a envie de toucher, on sent cet arrondi de l'âme. La lumière, elle est importante parce qu'elle va être positionnée en bas aussi, mais d'une certaine manière. Et c'est le détail qui tue. Vous vous souvenez, dans tout ce tableau, il y a un bas. Chut. On va essayer de le faire deviner. Parce que les artistes, voilà, puis en plus il adore Picasso, il est influencé par Picasso, donc c'est normal. Alors, c'est quoi, d'après toi? Ça ressemble à un socle, oui. Femme nue sur la plage, d'accord? Regardez. La plage, d'un seul coup, elle s'arrête. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Pour nous spectateurs. Ça n'est pas la plage. C'est un rocher, en tous les cas. Donc, si c'est un rocher, par-dessus, rappelez-vous, grâce à la couleur, c'est la même base chromatique, légèrement modifiée. Donc, cette femme, elle est faite à partir de ça, c'est-à-dire de roche. Donc, ça n'est pas une femme assise sur la plage, mais c'est bien plus que ça, c'est une statue de femme assise sur la plage. D'accord? Et ça, s'il avait continué, oui, il n'a pas continué. Vous voyez, c'est simplement en mettant un coup vers le bas qu'il modifie totalement la perception de son tableau. Tu veux ajouter quelque chose? Non, mais ça c'est voulu. Oui. Il manque l'ombre portée de la femme sur. Ben oui. Et ça c'est voulu parce qu'il voulait faire cette ligne ça fait partie de son discours, la ligne des limites. D'ailleurs, qui a fait ça encore avant lui, c'était Roux. Tout à fait. Qui entourait tout, voilà. Et ça va être un des... Voilà, c'est un autre... Alors, il va y avoir l'histoire de l'art, la question fondamentale, c'est comment traduire la réalité. Et il y a différentes manières. D'accord ? Pour Picasso, ça n'est pas parce qu'on va tracer la ligne au fusain que ça n'est pas la réalité. Pour lui, la réalité, ça n'est pas la réalité palpable. Et ça va expliquer en partie le cubisme, d'accord ? La création du cubisme, c'est la réalité fantasmée ou mentale. C'est je vous vois, mais dans ma tête, j'ai envie de vous voir, et de face et de profil, et même de l'arrière. Donc, je vais créer un espace cubique, d'accord ? Ça va être Reverdy, il y en aura plusieurs qui vont utiliser ce terme pour la première fois de cube, et je vais créer cet espace cubique pour représenter, mais cet espace cubique, comme quand vous faites la planisphère, quand vous l'ouvrez,
mais vous avez les différentes facettes. Ça va s'écraser sur un aplat, un XY. Alors qu'un cube, c'est XY et Z, la profondeur de champ. D'accord? Voilà. Alors, très bien, on en a fait 2. Que cache la tête de boucan écorchée? Alors, il est trop beau. Tu dis qu'il est trop beau. Oui, ça, t'as dit qu'il est trop beau. Ouais. Alors, ça part d'une anecdote, en effet. Casbec. Casbec est le chien de Picasso. Et il va régulièrement donc acheter de sa viande, Picasso. Il va chez son boucher et son boucher lui donne régulièrement des morceaux pour son chien. Et une fois, il va lui donner donc cette tête de mouton écorchée. Pourquoi peindre la tête de mouton écorchée donnée par un boucher pour son chien? C'est quand même pas... Et il le fait. C'est pas une petite toile, hein, c'est quand même 50 sur 61, c'est pas un petit truc intime qu'il va garder chez lui. La date a une importance. Oui, bien sûr. Alors, monsieur, la date? La guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est pour ça que le paratexte est toujours très important. 4 octobre 39, nous sommes au début de la guerre. Et il commence à y avoir tout de suite des restrictions. Donc ce sera très important parce que cette tête de mouton écorché, pour le chien, ça va faire vraiment une nourriture importante. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'interprétation historique. Et c'est bien, on est en histoire de l'art. Et en histoire de l'art, il y a aussi art. Donc il y a l'explication esthétique. Oui. Ah, pardon. Les formes aussi, triangle. Alors ça, on en parlera juste après, parce que c'est à partir de celui-ci que je pensais vous expliquer en effet la mise en place du cubisme qui existe depuis 11-12, depuis 1911-12, donc déjà ça fait 20 ans qu'il existait, 20-25 ans, mais là on voit très bien, on le voyait moins sur les autres, hein. Et là on le voit très bien. Oui, au fond? C'est aussi le fait qu'on voit très bien les muscles, donc en fait je pense que ça va lui permettre aussi de représenter à sa manière, mais aussi sa technicité pour peindre les détails du corps qui sont quand même assez techniques à faire. Oui, alors oui, ça c'est en effet comme une étude anatomique. Et c'est un genre que les artistes aiment bien parce que pour bien peindre un corps, il faut repérer les os, les muscles, il faut qu'on les voit, soit en extérieur, et c'est important parce qu'il va y avoir des mouvements, il va y avoir un modelé, donc des reflets, donc un travail sur la lumière qui est très important. Oui, mais aussi, c'est une tête de mouton écorché, c'est un objet. C'est un genre. C'est une nature morte. C'est une nature morte. En art, histoire de l'art, vous avez différents types de nature morte. Vous avez une nature morte, la nourriture. C'est ce qu'on appelle. Et en plus, en espagnol, l'espagnol montre qu'il est plus développé au niveau de la langue que le français, parce qu'on a nature morte de nourriture en français, nature morte de fleurs, nature morte d'objets, tandis qu'en espagnol, on a el bodegón, c'est la nature morte de nourriture. C'est tout ce qui se met dans la bodega. Vous savez, il y a plein de bars qui s'appellent la bodega. Donc, il se met dans la bodega, c'est-à-dire dans la cave. Et là, c'est un bodegón, c'est-à-dire une nature morte de nourriture. Les plus connus, c'est quand vous avez des faisans, des oiseaux, des têtes de cochon, voilà, avec la pomme au milieu, là, donc voilà. Et vous l'avez dans plusieurs, dans toutes les peintures mondiales. Il y en a beaucoup dans la peinture flamande, dans la peinture italienne, voilà. Donc c'est une nature morte. Vous avez déjà la réponse. Pourquoi il peint? Alors on l'a vu parce qu'il y a différentes raisons historiques, mais pourquoi il peint sous la forme de nature morte? Parce que, pardon? Ah oui, parce qu'il est mort, d'accord. Ça, oui, d'accord. Tout le nom de nature morte. Mais pourquoi lié à cette période-là? Il y a toute une réflexion. Je vous rappelle, et je continue à contextualiser, Picasso, à partir des années, fin des années 20, des années 30, donc on est en plein là-dedans, surtout depuis la période de la République en Espagne, depuis 31-36, il a le poing en l'air, c'est un communiste, il le sait, donc, et il est protégé un petit peu en France parce qu'il est espagnol. Vous savez que souvent on dit ben non, il était français. Pas du tout. Il a demandé la nationalité française par 3 fois. Par 3 fois, ça lui a été refusé. Et quand Mauriac ensuite a voulu lui donner dans les années 60, il a dit maintenant j'en ai plus besoin, donc je garde ma nationalité espagnole. Vous n'avez pas voulu me la donner quand j'en avais besoin, donc il a toujours été espagnol. Oui? C'est pas un petit peu une caricature? Deux. Je sais pas.
Caricature de quoi? Oui, ce serait une caricature. Mais, ou alors ça fait allusion à quoi? C'est la guerre. Mais c'est le début des morts. Des morts, des tranchées, des gens qui reviennent, qui sont totalement balafrés. Et donc il y a des gueules cassées, alors même de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, et on commence à avoir des retours. Et là, il est sur Paris, il est très marqué par cela. Vous allez voir, il va être très, très impacté par toute cette guerre qui voit arriver. Alors, c'est une vanité, vous l'avez trouvé, cubiste. Alors, voilà 3 zones du tableau qui nous permettent... Alors, le cubisme, il y a 2 périodes, cubiste analytique et cubiste synthétique. Le plus connu, c'est le cubisme analytique. Le cubisme analytique, c'est un cubisme assez simple à comprendre, on en a déjà parlé, c'est-à-dire la volonté de Picasso de traduire la réalité, non pas telle qu'on la voit, mais telle qu'elle est mentalement, comme on l'aperçoit mentalement. Comment lui l'aperçoit? En effet, il dit d'un objet, d'une personne, d'une situation. Je sais que mentalement j'ai la personne là, je ne la vois que de face ou de profil, mais je me l'imagine aussi, si je la vois de face, de profil, ou à l'arrière, ou je m'imagine ce qu'il y a encore plus à l'arrière, et il va décomposer. Il est très influencé par cela, en fait ça vient de Cézanne. Le premier, c'est Cézanne, que l'on connaît bien, vous savez, le Sainte-Victoire, la Faiblesse, où il a fait des petits morceaux, voilà, il va décomposer, et c'est avec Braque, qui est son super copain de Picasso, qu'ils vont se tester à décomposer, en fait, tout sous forme de cône, de cube, de cylindre, pour représenter une certaine réalité, leur réalité mentale de la réalité. Voilà, c'est ça. Après, vous allez avoir le cubisme synthétique qui va, comme c'est assez intellectualisé quand même, comme c'est assez intellectualisé, qui va vouloir donc rajouter des éléments plus proches de la réalité. Mais Picasso étant un génie, ces éléments de la réalité vont faire qu'on va aussi s'en éloigner. Par exemple, c'est que lorsqu'il va introduire, je vous en ai parlé, le fameux collage. Le collage, ce qui fait qu'on colle un papier sur un autre papier ou une texture sur une autre texture. Voilà. Pour lui, ça traduit aussi la réalité. Même si ce n'est pas notre réalité que nous percevons à travers nos yeux. Voilà. Dans ce tableau, où est-ce qu'on perçoit dans ce fameux cubisme? C'est très net, je vous ai mis des détails, c'est très net. Allez, la mandibule. Et regardez, à droite, on voit toutes les dents, donc c'est de face. Mais on voit toutes les dents de côté là, donc c'est de profil. C'est de face et de profil. L'œil, il est à la fois de face et de profil. Il y en a 2, là-haut, là-haut. Moi j'en vois qu'un. Ah ben il y en a un ici. Et ici. Ah non. Voilà. Il y en a un de face et l'autre de profil. Et tout ne tient qu'à une ligne et une ombre. Ça, je fais toujours ça, pour voir si vous avez une mémoire visuelle. Il y avait une ligne et il y avait une ombre. Alors, qui veut parler de la ligne? Ça, c'est le premier rang, c'est les bons, ils se sont mis au premier rang. Mais cette ligne, elle est très importante. Et vous allez voir pourquoi elle est très, très importante, cette ligne. Il y a une ligne horizontale sur laquelle est posé le crâne. Tout à fait, le crâne, la tête de mouton écorchée. Voilà. Vous enlevez cette ligne. Ça flotte, ça ne va pas. Et oui, il ça va pas être flotte. posé. Oui, il a besoin de cette ligne pour imaginer une sorte de socle ou de base. Je peux vous la remontrer. Et il y a une ombre portée, oui, en bas. Voilà. Vous enlevez la ligne, ben, ça flotte, on ne sait pas où c'est. Pas du tout. Et il l'a rajouté à la fin. On sait qu'il l'a rajouté à la fin, d'accord? Et ensuite, il va, alors je vais vous montrer dans le détail, j'avais mis les détails, voilà. Et regardez l'ombre portée. L'ombre portée, regarde, il y a là, c'est l'ombre du crâne. Voilà. Oui, comme si elle était de la lumière, comme il y a la lumière, elle est pareil, lumière, en haut à gauche en chambre, donc académique, puisqu'on voit que c'est en bas à droite. Voilà, lumière académique, donc la lumière étant là, elle se projette, et ici vous avez l'ombre.
Alors, ce qu'il y a de très beau dans ces tableaux-là, c'est quand, et puis là, la pixelisation est très bonne, c'est quand on voit vraiment le tracé. Dans le détail, on voit vraiment le tracé et par où est passé Picasso pour tracer ses ombres. On continue. Pourquoi peindre un tel? Alors, c'est le fameux tableau qui sera donné par Picasso dans le don au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc, il y a une exposition en 53 et donc il va donner en 53, 54 le tableau. Encore pendant la guerre. Oui, c'est encore pendant la guerre, en effet, 43. Très bonne remarque. Et ça va avoir son importance. Pourquoi ça peut avoir son importance? Alors déjà l'histoire. Pourquoi? Parce que ce tableau a été appelé le buffet catalan, le buffet au catalan, le buffet en Catalogne, le buffet du catalan. Et en fait, après des recherches, donc dans les archives, aux archives municipales et aux archives des Beaux-Arts, j'ai pu trouver que c'était en effet le buffet du catalan. Et c'est première partie. Avant, on ne savait pas. Il y a un deuxième tableau qui est presque à l'identique qui se trouve en Allemagne. Voilà, que Picasso a peint, il en a fait deux. Je peux vous expliquer pourquoi ensuite et pourquoi il est arrivé en Allemagne. Mais le buffet du catalan, tout simplement parce qu'il se rendait dans un restaurant qui était tenu par un Catalan à Paris, dans le buffet du catalan. Et lorsqu'il va se rendre, c'est pendant la guerre, en effet, c'est une nature morte, là aussi, le fameux bodégon, nature morte de nourriture. Et c'est le souvenir d'une rencontre dans ce restaurant avec du Catalan, rue des Grands Augustins, et notamment avec une femme avec laquelle là il va rester 10 ans, François Gillot, qui est beaucoup, avec qui il va avoir 2 enfants, bien sûr. C'est la succession Picasso, maintenant d'ailleurs, le fils. Et il va peindre ce buffet. Pourquoi peindre ce buffet? Et en plus, regardez, il le fait en un seul jour, le 30 mai 43, et il va le faire de mémoire. 2 jours avant, je vous explique l'anecdote, il est allé au restaurant. Il rencontre Françoise. Et il se passe ce qui doit se passer, qui est traduit en peinture ici. Et vous allez voir, il va falloir que vous le trouviez. Et 2 jours après, il retourne parce qu'il se dit, il faut que je peigne cet espace-là. Et le buffet a été vendu par le Catalan qui voulait s'en défaire, c'est la guerre, il s'en est défait. Alors, il a peint de mémoire. Il a peint de mémoire. Tout est peint de mémoire en un jour. Alors, comment on rentre dans ce tableau, d'après vous? Est-ce que c'est la structure? Est-ce que ce sont les couleurs? Ou est-ce que c'est la lumière? Déjà, Le plus important. Les couleurs. Alors les couleurs, attention, c'est pas parce que les couleurs vous attirent l'attention, il faut se dire, est-ce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur les couleurs? Est-ce que la palette chromatique est large? On a quand même l'impression foncée la guerre. Et ce qui est plus clair, hein, sa rencontre avec. Clair, c'est la lumière. Là, c'est sa rencontre avec. C'est la lumière, mais c'est pas la couleur. Je ne mélange pas les ingrédients. Ça va être proche. Ça va être proche. Mais là, oui. C'est la structure. Oui. Les lignes feraient penser à une étagère, un meuble sur lequel il y a plusieurs niveaux. Oui, Mais tout je à saurais fait. pas- Et quelle est la forme la plus présente dans ce tableau? Le triangle. C'est le triangle. C'est le triangle qui va dominer, en effet. Et ce triangle va lui permettre, grâce au triangle, je vous ai dit, ce sont des cônes. Donc, c'est une forme conique, mais triangulaire ouverte. Donc, ça va faire un triangle qui va lui permettre de décomposer les formes et d'avoir notamment des objets sous forme cubique. Le cubisme est très présent. Alors, il est où, d'après vous? Dites-moi, je vous écoute. Toi, tu t'es C'est bien, frustré un petit peu. Pas beaucoup. Alors, où ça? Les verres qui, je suppose. Oui, tendent- les verres. des Très bien. verres. Et il met une lumière, il met des lignes qui vont. Mais il y a tous les côtés. Ouais. Il y a tous les côtés d'un verre. Ouais. En fait, c'est comme si le verre, en effet, il nous le présentait comme si c'était un seul verre, mais décomposé, et on voit ses différentes facettes. D'accord? Face, au profil, 3/4. Très bien. Autre zone.
bien ça. Là, on voit comme ça. Là. Ça là, c'est ce plat-là. Non. Celui-là, alors celui-là, oui, alors celui-là, oui, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce plat? Très bien. Alors, il y a deux possibilités d'interprétation. Soit c'est, Madame l'a dit, une pile d'assiettes. D'accord? Voilà. Soit c'est une pile d'assiettes, soit parce qu'il aime bien faire ça. Alors, saladier est à côté. Le compostier, il est là. C'est là. Mais là, soit c'est une pile d'assiettes, soit parce que c'est difficile à traduire en peinture. Oui, un mouvement. Soit c'est une assiette qui vient juste d'être posée, qui est en train de bouger encore un petit peu. Et ça, il le fait souvent. Et il le fait d'autant plus qu'il adore ce qu'on appelle le repentir. Alors, le repentir, si par exemple vous connaissez, c'est pas Agnos, c'est pour ça qu'il n'est pas présenté là, mais vous savez, il y a Arlequin, son fils, tout petit, et il a un pied qui est face et un pied sur le côté. Et en fait, les deux sont dessinés. Les deux sont dessinés, et c'est ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire, mais il a voulu, c'est un faux repentir, il joue sur un repentir. On pense qu'il a voulu le mettre de face, et ensuite il va aussi le peindre de profil, sans effacer le premier. Mais du coup, on a l'impression d'avoir les deux mouvements, c'est-à-dire le mouvement du gamin qui n'arrêtait pas de bouger, et il avait beau lui dire, mais arrête de bouger, et finalement il continue à bouger. Voilà. C'est très difficile de peindre le mouvement en peinture, parce que c'est statique. D'accord ? Voilà, donc c'est par le repentir. Là, c'est pas un repentir, c'est soit une pile, soit le mouvement qui est traduit. Oui, très bien. On va continuer. Voilà, les vers. Le détail qui tue. Ah, ben c'était où ça? C'était où? Ah, ben oui. Le détail qui tue, parce que c'est drôle, c'était en plein milieu du tableau, vous m'en avez pas parlé, vous m'avez parlé des verres, de l'assiette. Il a fallu que moi je mentionne à un moment quelque chose qui a attiré du point de vue chromatique, pourtant, qui est très important. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oui, c'est comme un bémol, mais c'est pas un bémol. La serrure. C'est la serrure. C'est la serrure. En bas du buffet, il y avait deux tiroirs, rappelez-vous, et au milieu, il y avait une serrure. Si ce n'est que la serrure là, elle pose un problème. Je vous remontre le tableau. Or, regardez, ce sont deux tiroirs. Tiroir, tiroir. Donc, normalement, les deux tiroirs, d'accord, mais pourquoi la serrure au milieu? Ce sont des... Non, ce ne sont pas des portes. C'est une fausse Ce sont façade. des faux tiroirs. Ou des faux tiroirs, quoi qu'il en soit, il y a un problème avec cette serrure. Et ça, faites attention, parce que c'est un élément quand on analyse, et c'est passé souvent inaperçu, quand on analyse ces œuvres, souvent les serrures, ben, qu'est-ce qu'elles font les serrures? Qu'est-ce qu'elles vous donnent la serrure? Ben, c'est un symbole, mais elle va vous donner la clé du tableau. Elle va vous donner la clé au sens. Et alors, Picasso, qui était hispaniste, enfin hispanophone, et il joue sur ces mots. Et en espagnol aussi, queda la clave, ou la llave, c'est la même expression. D'accord? C'est vraiment, ça donne la clé, c'est-à-dire ça va vous donner la porte d'ouverture pour mieux comprendre ce tableau. Et c'est quoi? On revient. C'est ça. Non, c'est pas un chapeau. C'est pas des clous. C'est un gâteau. Ah, ça on se rapproche. C'est un gâteau. On se rapproche. Rappelez-vous, c'est sur le buffet. Sur le buffet, il y a des assiettes, il y a des verres. Ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un plat, oui, une corbeille. Une corbeille de fruits. Et quels fruits? Des frais. Oui, Ah, non. ce sont des cerises. Des cerises. Ah, avec qui? Ce sont des cerises, en effet. Ce sont des cerises. Pourquoi? Et là, on va tout comprendre. Allusion? Alors non, avant l'allusion, tout simple. Et c'est vrai qu'il va y avoir une allusion. C'est pour ça que ça est souligné. C'est la saison. Alors, tout d'abord, ça renvoie à ce qui s'est passé 2 jours auparavant. Nous sommes en 43, en pleine guerre. Avoir des cerises en pleine guerre à Paris, c'est
Picasso est extrêmement connu, il appelle le Guernica, donc son tableau va partir aux États-Unis, il est connu mondialement, il a de l'argent, et il tombe amoureux de cette femme, de Françoise, et son cadeau, parce qu'il est illuminé par cette femme-là, c'est que sur le buffet du Catalan, il y a un compostier, un compotier avec des cerises, et il va lui offrir toutes les cerises. Il faut le savoir, ça. Ah ben oui. Il faut savoir voir. Ce sont des cerises, c'est évident que ce sont des cerises. Et donc, et comme cette rencontre l'a tellement marqué, il veut la revivre. Donc 2 jours après, il retourne, on sait qu'il n'y a plus rien. Il va recréer tout cet espace-là avec le buffet catalan. Le buffet du Catalan, chez le Catalan. Voilà. Et là, c'est en effet le compotier avec les cerises. Alors les cerises avec tout ce que ça a, bien sûr, un effet d'érotique. Et la clé, c'est-à-dire comment retrouver aussi cette femme-là, parce qu'il n'avait pas échangé ses coordonnées. Et il les retrouvera par l'intermédiaire du Catalan, donc du restaurateur. Voilà. On continue, il nous en reste plus. Pourquoi il y en a un autre en Allemagne? Ah, pourquoi il y en a un autre en Allemagne? Parce que quand il l'a fait, le Catalan lui a dit « mais moi j'aimerais bien en avoir un aussi » parce que c'était un meuble auquel il tenait, il en a fait un autre qui est plus petit, deuxième partie, et ce Catalan est parti en Allemagne après. On sait qu'il est parti là-bas, on a l'historique. Des fois c'est difficile d'avoir l'historique des tableaux, mais là pour Picasso on suit bien. C'est un des plus beaux tableaux, ça c'est personnel. Alors, comment on rentre dans ce tableau? Et qu'est-ce que c'est une vanité? On a parlé des natures mortes. C'est bien, vous aurez appris des choses sur les natures mortes de fruits, de légumes, de nourriture, de fleurs, d'objets, d'accord? Mais là, c'est une vanité. Tête de mort. Alors, c'est le temps qui passe, c'est la tête de mort, oui, c'est les idées qu'on a, en effet. En fait, ça vient de la Bible, d'un passage dans les prophètes, c'est vanitas vanitatis omnia vanita, c'est-à-dire vanité des vanités, tout type de vanité. C'est-à-dire dans votre vie, on a beau avoir beaucoup de richesses intellectuelles, de l'argent, de l'or, les jeux, les miroirs, la beauté, voilà, quoi qu'il en soit, tous, riches ou pauvres, nous allons être réduits à un crâne. Voilà. Dans le crâne, pardon? Voilà, tout à fait. Donc, c'est on va être, oui, ça sera la mort, on va être réduit à un crâne. Et la pièce maîtresse d'une vanité, c'est un crâne. Mais il n'y a pas que le crâne, généralement. Et là, vous avez les éléments fondateurs de la vanité, c'est-à-dire la base. Alors, vous avez le crâne, mais vous n'avez pas que le crâne. Vous avez la Bible. Alors, qui a dit la Bible? Monsieur. Je vous écoute. C'est pas une cacahuète, je veux une phrase. Alors, on y va. Alors, dans certaines vanités, il y a un livre. Vous avez de la chance, vous êtes bien tombé. C'est la Bible. Parce que sinon, quand dans des vanités, on a plusieurs livres, ça n'est pas la Bible. C'est la vanité de celui qui se croit supérieur par ses connaissances qu'il a apprises dans les livres. Vous voyez, c'est pas pareil dans une vanité. Soit vous avez un livre, et c'est la Bible, vous en avez plusieurs, c'est la vanité du savoir. Voilà. Ensuite, donc ce sera une Bible. Mais dit-on, Picasso communiste, la Bible, vous ne posez pas des questions? Ben oui, il est contre Dieu, Dieu c'est l'opium du peuple. Alors la Bible, non, c'est la Bible, en effet, c'est la Bible, mais en fait il va avoir une grosse remarque de la part du Parti communiste. Le Parti communiste, quand il voit ce tableau, lui dit, enfin ses camarades du Parti communiste lui disent « mais pourquoi tu as mis la Bible, c'est pas normal, tu sais très bien que notre position ». Et il répond, toujours avec beaucoup d'humour, c'est le plus grand roman policier du monde. Il y a des morts, les gens s'entretuent, voilà. Et en fait, pour lui, il ne faut pas oublier que tous ces artistes espagnols, Picasso le premier, ont vécu sous les monarchies d'Espagne, c'est-à-dire Alphonse XII, Alphonse XIII, dans des éducations extrêmement catholiques, donc ils ont toute une connaissance catholique, extrêmement marquée connaissance catholique. Donc ils savent et ils savent ce qu'il y a dans la Bible.
Donc, c'est la Bible. Et ensuite, vous avez quoi à droite? Non, c'est un élément, je le garde pour toi, je vais te chercher après. Donc c'est un élément, en fait, que l'on retrouve dans les vanités. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les vanités? Il y a la mort, donc c'est-à-dire le crâne, la Bible, parce que c'est religieux, et... Alors oui, j'entends sablier. Il faut que ce soit un élément qui traduit le temps qui passe, et qui amène vers la mort. Donc généralement, on avait dans les vanités classiques des bougies, le sablier, une horloge, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez la date. On est en 46, c'est après la guerre. La lumière. C'est une sorte de lumière, oui, c'est une lanterne, c'est une lanterne, une torche, ou alors un quinquet, ce qu'on appelle le quinquet, d'accord? C'est-à-dire la lampe à pétrole. Mais la lampe à pétrole, c'est pareil, vous avez une mèche, et tout comme pour les bougies, là pareil, il y a une symbolique dans les vanités, dans la bougie, si la bougie est allumée, c'est la vie. La bougie est éteinte, c'est la mort. La bougie avec la fumerole, la mort vient juste de passer, hop, elle a éteint, et c'est la mort qui est inicto oculi, en un clin d'œil, qui vient de passer. D'accord? Inicto oculi, c'est le nom de plusieurs vanités, qui s'appellent souvent comme ça. Donc là, on a l'élément aussi du temps qui passe. Très bien. Alors on va analyser ces éléments maintenant, les uns après les autres. Alors vous avez le crâne, et puis le quinquet. Le quinquet. Non, tu dis pas tout de suite. Ah, mais madame, elle a déjà repéré quelque chose. Elle suit. Madame a dit, il y a une serrure aussi. Ben oui, une lampe à pétrole, il y a quelle est une anse, tout à fait d'accord. Mais que sur cette anse, il y ait une clé, enfin une serrure, c'est pas normal. Voilà, le détail qui tue. Donc ça veut dire qu'il y a une clé à trouver pour comprendre ce tableau. Alors, pour vous aider, c'est pas simplement une lampe à pétrole. Je vais vous aider. Regardez ce qu'il y a. Ce trait horizontal avec ce rond au bout nous oblige à nous faire regarder un peu. Non, ça. Si, nous oblige à regarder vers les yeux, Oui. ou nous dirige vers les yeux. Et le jeune homme devant a dit quelque chose d'intéressant. Au tout début, je lui ai dit tais-toi, tu diras après. Tu peux le dire maintenant. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. C'est un personnage. Il a dit c'est un personnage. Il a raison. Il a raison. C'est une sorte de bonhomme. Eh bien oui, regardez. Avec un chapeau. Un chapeau, d'accord. Il a le chapeau. Alors, Madame dit joue de la trompette, pas du tout, sauf que c'est beaucoup plus intelligent, d'accord. Là, c'est le corps. C'est le corps. Et là, c'est quoi? Regardez, c'est au niveau des yeux. Il a un chapeau. Ce chapeau-là, il vous fait penser à quoi? C'est un octoforme ou une sorte de képi. C'est une sorte de képi. Donc c'est pas un sifflet. C'est pas un sifflet. C'est pas une pipe. Oui, en effet. C'est un soldat, c'est un militaire. Et ce qu'il a là, qui lui fait penser soit à des bras, non, c'est un fusil qui pointe juste vers les yeux du crâne. D'accord? Ce crâne, il n'est pas totalement mort. Non, bien sûr, il a des yeux bleus encore, alors que vous savez que les vers, en premier, ça s'attaque aux yeux. Donc. Et où est-ce qu'on voit qu'il n'est pas totalement mort aussi? Il y a des yeux, il a encore les yeux, et puis... Oui, les yeux. Et surtout, regardez au niveau de la palette chromatique, des couleurs. La lumière qui se trouve au centre du... Non, regardez au niveau des couleurs. Regardez, là, c'est blanc. Ouais. Et là, c'est... C'est encore beau. Couleur saumon, couleur peau. Il a encore... Il a encore de la peau. Pourquoi? 46.
Et prisonnier, c'est ça? Prisonnier. En fait, comme au Guernica, Picasso avait été énormément marqué par, il était abonné à Le Soir, le journal communiste à Paris, et c'est aussi dans les journaux qu'il va voir apparaître les premières images des camps de concentration. Et donc, sa manière de traduire l'horreur des camps de concentration, ce sera cette vanité. En fait, nous avons un nazi qui pointe, et c'est exactement la même circonférence, d'accord, sur les yeux de ce crâne qui est mort, c'est un mort-vivant. C'est un mort-vivant. D'accord. Et la Bible aussi, dont j'aurai pas le temps parce que déjà on a dépassé l'heure, je vais pas le temps. Donc, un autre détail qui tue, vous l'aviez vu celui-là? Madame, Le crochet. il était où? À droite. Sur la droite. Et alors ce crochet? Les lignes bleues et jaunes et noires sont accrochées à ce crochet. Pourquoi, je ne sais pas. Mais très bonne remarque. Alors si vous regardez, il y a le bleu foncé, le bleu clair, le jaune, le blanc, le noir, qui sont exactement les lignes qui composent tout le tableau. D'accord? En gros, là aussi, clin d'œil, la fameuse serrure. Vous enlevez le crochet, toute la composition tombe. Tout le tableau s'écroule. D'accord? Picasso dit, une œuvre d'art est une œuvre qui a un message politique. Il dit, toute œuvre d'art a un message politique. Mais avant tout, c'est une œuvre de fiction. Donc c'est une œuvre de fiction, c'est-à-dire c'est une pièce de théâtre. On vous enlève le clou, toutes les lignes tombent, et tout tombe. Le tableau n'existe plus. Oui. Moi, ce que vous avez votre forme là, c'est une manière qu'on a parlé de nazi et tout par rapport à ça, ça me fait toujours énormément penser à un masque à gaz. Ah aussi. De l'époque. Aussi, tout à fait. Et c'est lié à la guerre, et à la destruction par la guerre. Tout à fait. Et les lignes blanches et bleues, est-ce que ça pourrait être les tenues des déportés, justement? Aussi, et puis, alors j'ai pas eu le temps, parce que, mais tout est décrit là-bas, et sur 15 ou 20 pages à chaque fois le bouquin. Côté gauche, c'est en noir, côté droit, c'est en bleu. Le passé, Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est toujours tout ce qui est la destruction, hein, vraiment, c'est la peur de Dieu. À droite, c'est le Nouveau Testament, c'est l'amour. Et à gauche, c'est le passé par rapport à la guerre, et là, c'est l'espoir dans le bleu après la guerre. D'accord, les pages qui vont s'écrire. Oui. Et les dents, disons que ça serait la maigreur. C'est quoi ces dents? C'est pour nous faire voir peut-être la Non, c'est le maigreur crâne qui est du posé, prisonnier. sur le Simplement. livre. Je ne sais pas si Les vraiment là, il y a dents. une interprétation. Ouais, Le crâne est posé comme voilà. un marque, une écrase papier. D'accord. On continue. Et c'est le dernier. Comment traduire l'invisible? Pourquoi cette question? Ben, ce sont les musiciens. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc, comment traduire la musique? Or, la musique est l'art le plus abstrait. C'est un art qui ne se voit pas, qui ne se touche pas. Or, Picasso arrive à le traduire. Nous sommes passés de 46 à 72, et c'est la fin de sa vie. On est à la fin de sa vie, très important. Il n'est pas très loin, il sent qu'il est malade déjà. Un an près, tout à fait. Donc, on est à la fin de sa vie. Là, Picasso, la musique. Comment traduire la musique? Comment il y parvient? Alors, moi, les diapositives, on va l'expliquer, mais j'aimerais que vous le trouviez, vous. On a mis des instruments. Alors, premièrement, le plus naturel, on met des instruments de musique. Ça veut dire que ça sous-entend la musique. Qu'est-ce qu'on a comme instrument de musique? Voilà, un instrument avant, d'accord, puis avant, et là, guitare. Guitare très espagnole, c'est l'art, enfin, c'est l'instrument de musique espagnol par excellence. Oui, il y avait madame La et musique, monsieur. il y a tous ces petits points qui sont les notes qui volent. Tout à fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Tout à fait. Toutes ces notes, tous ces points-là, ce sont des notes qui s'envolent. D'accord? Alors, je vais vous montrer. On va y aller. Voilà, les instruments. Et puis, représenter la musique. Voilà, la musique invisible et matérielle, ce sont tous ces petits points. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Là, notamment, il y a autre chose. Attendez, il y avait monsieur derrière. Pardon, Et puis monsieur après. Puis après. Non, c'était pas vous, vous vouliez pas. Non, mais c'était les notes aussi. D'accord, les notes. La portée. Alors la portée, non, c'est pas. Elle y est la portée, mais elle n'est pas comme il faut. Ah non, mais elle est. Oui,
Non, d'ailleurs, c'est intéressant. Cette ligne, alors les ondes, c'est comme, oui, c'est comme les pas sa ondes. vie qui résume. C'est ce qu'on appelle, non? C'est une ligne mélodique. Ah, C'est une ligne mélodique, c'est tout simplement c'est la ligne de la chanson. Quand on a une mélodie, on suit la ligne mélodique. Voilà, qui renvoie aux ondes, en effet. Ça peut être comme les ondes. Très bien. Autre élément, parce qu'on le voit, mais là, ce qu'il y a de très beau dans ce tableau, c'est la fin de sa vie, mais au niveau de la pâte, il y a une épaisseur énorme. Vous la voyez? La quantité énorme, c'est-à-dire il a mis du rouge et par-dessus, tout autour, de grosses masses de jaune ocre. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut traduire au niveau musical aussi? Alors on a vu les instruments, la musique se traduit par les instruments, se traduit par la courbe musicale, la ligne mélodique, par les notes, d'accord? La portée elle y est, mais elle n'est pas horizontale, elle est verticale. Et elle se confond, je sais pas, vous voyez là, elle se confond en fait, on est dans le sud de la France. Tu connais puisque tu es de par là-bas, puisqu'il a son musée là-bas. Donc ce sont les grands champs d'oliviers, en fait. Pour lui, ce sont les grands champs d'oliviers et les grands champs qui sont parallèles, arbres, voilà. Et en même temps, qui traduisent une certaine musique. Mais il n'a pas mis sa portée, son pentagramme, il ne l'a pas mis à l'horizontale, il l'a mis à la verticale. Et là, c'est l'épaisseur de la musique. Souvent, on parle d'épaisseur quand on dit « je ressens cette musique, elle est profonde », c'est-à-dire qu'il y a une épaisseur, ou elle est plus légère, pardon. Le relief de la musique. Le rythme et le relief de la musique. Donc, il arrive à tout traduire. Quelque chose qui est pourtant invisible, il arrive à le rendre visible. Ça, c'est vraiment... Et alors, on terminera par... Parce que vous attendez tous, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça a été le fil conducteur, je vous l'ai annoncé, et je vous ai dit, il y a toujours des émotions. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il veut traduire? C'est pas simplement pour dessiner un sexe. D'ailleurs, regardez, ces musiciens sont des musiciens mi-hommes, mi-animaux. Mi-hommes, mi-animaux. Oui? Non, c'est pas la vie après la mort. Non. C'est surtout la volonté de vie et la volonté sexuelle, malgré, alors qu'il est assez âgé, du début jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qui aura été son moteur de production, son désir. Et le désir là, c'est comme quand vous ressentez une émotion profonde qui peut arriver jusqu'à cela, d'accord? Quand vous écoutez la musique, ben voilà, c'est ce que ressentent ces musiciens, c'est-à-dire les artistes, comme lui, en peignant, ressentaient les mêmes choses. C'est la traduction des émotions jusqu'à l'orgasme. Voilà, mais écoutez, on a été beaucoup, j'ai dépassé largement, et je vous remercie. Si vous avez des questions.